on y va parce que on a du pain sur la planche et surtout, il faut qu'on explique un petit peu l'objet de toutes nos attentions aujourd'hui, c'est nappe captive. Il faut qu'on en donne une vraie définition satisfaisante en quelques mots avec une diapo. Merci. Alors, effectivement, je vais le faire en quelques mots. J'appuie dessus, c'est bon. Je vais le faire uniquement en quelques mots parce qu'on va avoir une présentation détaillée tout à l'heure par Nicolas qui vous expliquera le fonctionnement de ces ressources un peu particulières. Mais il faut néanmoins qu'on se mette un peu d'accord sur ce dont on va parler, ce dont on a déjà commencé à parler. Vous avez entendu, on parle de nappe captive, on parle de nappe confinée. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? La nappe, c'est un volume d'eau qui est contenu dans une couche de roche, dans les interstices, dans les fissures d'une couche de roche, souvent du calcaire ou du sable, qui, dans le cas des nappes profondes, s'enfonce sous terre, un peu comme une bassine, dont les bords émergeraient à différents endroits, et notamment sur le bord haut, ce que vous voyez en haut, vous allez avoir de l'infiltration de l'eau de pluie qui va rentrer dans cette couche, qui va cheminer tout doucement vers les profondeurs et qui éventuellement va pouvoir ressortir dans des zones d'émergence, donnant lieu éventuellement à l'apparition de sources ou nourrissant des zones humides, voire des cours d'eau. Donc, profonde, de quelle profondeur s'agit-il? En fait, c'est variable. Vous voyez bien que dans certaines zones, on est quasiment à la surface, et puis on est à quelques dizaines de mètres, voire quelques centaines de mètres de profondeur, et parfois on parle de milliers de mètres de profondeur. Et comme on l'a déjà dit, cette eau, elle met du temps à cheminer, donc elle est ancienne. Il s'agit souvent d'eau qui sont tombées à des périodes très très reculées, plusieurs milliers d'années avant, et que l'on va prélever aujourd'hui parce qu'on est capable de faire des forages pour les exploiter. Donc voilà peut-être pour poser un peu l'objet dont on va parler. Et on va avec vous surtout prendre un peu de recul, regarder dans le rétro maintenant, parce que en fait, les nappes captives, c'est un sujet croustillant d'histoire, on peut le dire. Alors c'est peut-être comme ça qu'on va essayer de le rendre croustillant pour attirer tout le monde sur le sujet. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Alors, donc juste pour terminer, en fait, ces nappes captives, elles sont sous vos pieds ici dans le bassin Adour-Garonne sur à peu près 50% du territoire. Nicolas expliquera ça un peu mieux tout à l'heure, mais voilà, il y a 50% du territoire sur lequel, si on creuse, on va tomber sur une ou plusieurs couches de ces nappes captives. Alors, le petit détour par l'histoire, effectivement, il est intéressant parce qu'on n'a pas découvert ces nappes avant-hier. Et en fait, on a déjà des écrits au IVe siècle et jusqu'au XIVe siècle qui décrivent les puits jaillissants. Donc c'était des puits qu'on pouvait creuser à la main d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de mètres et on tombait sur des couches dures. On a des écrits assez effectivement croustillants. On tombe sur une couche dure et quand on traverse cette couche dure, ça jaillit. L'eau remonte, le puisatier est obligé de remonter à 4e vitesse pour ne pas être noyé, et ça jaillit. Donc il y avait un côté un peu merveilleux de ces puits dont on raconte l'histoire dans ces anciens écrits, et qui conduisent les scientifiques à s'emparer un peu de ce sujet, essayer de comprendre comment ça fonctionne d'un point de vue hydrologique, et puis comment ça fonctionne d'un point de vue géologique, comment le sous-sol est organisé. Donc c'est la naissance de la science hydrogéologique, qui a finalement assez peu d'histoire par rapport à d'autres disciplines. Et en parallèle, on a le progrès de la technique de forage, c'est-à-dire qu'on ne va plus creuser avec des pioches, des puits, on va forer, on n'a plus besoin d'envoyer quelqu'un en bas. Alors on attribue comme beaucoup de choses la première, l'invention à Léonard de Vinci, puisqu'on trouve un schéma de machine de forage qui remonte en 1500. La technique va progresser assez rapidement par la suite, et puis en 1831, on va avoir le premier puits, on va dire assez connu en France, le premier puits artésien à Paris, à plus de 500 mètres, dont je veux raconter un peu l'histoire parce qu'elle est quand même assez rigolote. Donc on fore à partir de 1833 et pendant 7 ans quand même, on va creuser en espérant trouver cette nappe profonde qui finit par être atteinte donc à 500, plus de 548 mètres de profondeur. Et là, l'eau jaillit 33 mètres au-dessus du sol, donc c'est un peu merveilleux. Une eau propre, une eau qu'on obtient du coup sans transport, sans pompage, et qui semble inépuisable. Ça jaillit, c'est vraiment la fontaine de jouvence. Et alors, il faut se reprocher à cette époque-là. À cette époque-là, à Paris, l'alimentation en eau potable et l'hygiène est un enjeu majeur. En fait, on pompe l'eau de la Seine, qui est d'une qualité déplorable. On construit le canal de l'Ourcq pour faire venir de l'eau d'un peu plus loin, mais elle n'est pas de qualité potable non plus. On n'a pas encore construit les égouts. Il faut attendre 1852 pour construire les égouts. Haussmann n'a pas encore aménagé Paris, donc il y a encore des quartiers insalubres. On n'a pas encore fait venir l'eau potable avec les aqueducs de Belgrande, donc et en même temps on trouve cette source magnifique. Voilà, donc c'est un peu le miracle de ces nappes artésiennes. Alors, l'histoire continue avec un certain nombre de puits qui sont creusés un peu de partout à Paris. C'est une épopée parce que certains de ces puits creusés en région parisienne, il va falloir 30 ans, 31 ans pour les construire. C'est vraiment des chantiers pharaoniques à cette époque, compte tenu des techniques dont on dispose.
L'industrie, évidemment, voit très vite aussi l'intérêt de tout ça, parce qu'on est dans la naissance de l'industrie agroalimentaire, laiterie, papeterie, on a aussi le chemin de fer qui a besoin de beaucoup d'eau, et là, on peut avoir un peu partout sur le territoire accès à une ressource qui, en plus, est de bonne qualité, donc là aussi, il y a un usage qui va se développer. Et puis, cette eau, en fait, comme elle est aussi profonde, elle est plus chaude et elle peut avoir séjourné relativement longtemps sous terre et donc s'être chargée d'un ensemble de minéraux. Et donc, on a une ressource thermale qui va avoir, dont on va vite voir l'intérêt économique. Et là, vous avez par exemple une photographie du puits artésien à Nancy qui trouve la nappe à 800 mètres de profondeur, à 36 degrés, je crois, oui, c'est ça, et qui va permettre le développement de toute une activité thermale en Lorraine à partir de cette eau souterraine. On change d'échelle par rapport à la captation des petites sources thermales qu'on pouvait avoir par ailleurs. Mais tout de même, 7 ans, voire 31 ans pour faire un forage, on va totalement changer de rythme avec l'avènement de l'ère pétrolière qui va, bien sûr, avec l'amélioration des infrastructures de forage. Là, cette fois-ci, on assiste à un vrai boom historique. Tout à fait, oui. Donc là, on a un saut un peu technologique grâce au pétrole. Les compagnies américaines, en fait, cherchent à améliorer les techniques. Donc on va être capable de forer beaucoup plus vite et beaucoup plus profond. Donc à Paris, par exemple, sur l'Albien, on a une multiplication des forages à ces profondeurs-là. Une vingtaine de forages qui sont faits en 5 ans. Il y a des projets d'alimenter Paris à partir d'une centaine de forages qui seraient créés. Donc c'est un projet alternatif au projet Belgrand à cette époque. Mais en fait, on se rend compte relativement rapidement qu'à chaque fois qu'on met un forage en exploitation, il jaillit, on a une superbe ressource, mais le forage d'à côté baisse. En fait, on est en train de miner la même ressource qui n'est pas infinie. Et là, vous voyez les tracés des débits jaillissent, des débits de ces forages artésiens qui, au début, donnent beaucoup, puis ils descendent, et puis on crée un nouveau forage et ça descend, et on crée un nouveau forage et ça descend. Donc on est en train de d'exploiter de façon un peu minière cette ressource. Et cette prise de conscience, elle conduit à la mise en place d'une première réglementation. Donc là aussi, c'est assez ancien. Le décret-loi de 1935 qui va consister globalement à soumettre à autorisation la réalisation de forages. Donc la ressource n'est plus en accès libre. Il faut passer par une demande d'autorisation à partir du moment où on fore à plus de 80 mètres dans le bassin parisien en 1935. Et puis le décret va être appliqué dans différents départements ou différentes zones d'eau souterraine en France dans le temps, plus que ça encore. Il y a plusieurs dates. Voilà. Donc, ce petit détour par l'histoire, il cherchait il visait un peu à faire prendre conscience de la valeur de cette ressource et de comment, dans l'histoire, en fait, on s'est rendu compte de la valeur de cette ressource. Mais si on synthétise un peu maintenant aujourd'hui, de façon un petit peu, on va dire, un peu plus schématique, ces nappes profondes, en fait, elles rendent d'abord. Alors, elles ont, dans le titre, on avait fixé dans le titre, on avait parlé de valeur patrimoniale, mais plus que leur valeur dans l'absolu, ce qui est intéressant, c'est les services qu'elles nous rendent. C'est un flux de services qui crée cette valeur. Le premier type de service qu'elles nous rendent, évidemment, c'est pour l'alimentation en eau potable. On l'a vu, c'est des zones, c'est des ressources qui s'étendent sur des grandes surfaces. Rappelez-vous de la carte au début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elles jouent le rôle d'une infrastructure naturelle de distribution. L'eau s'infiltre quelque part, et puis naturellement, elle se distribue sur tout le territoire. Donc en fait, c'est un système de canalisation, mais naturel. C'est aussi un système de filtration. L'eau, en s'infiltrant, se purifie, et donc on a accès à une ressource en eau, en évitant une station de traitement d'eau potable. C'est enfin une ressource qui rend un service de stockage. Donc c'est un barrage souterrain. Si on a plusieurs années de sécheresse, on a un stock important qu'on peut utiliser raisonnablement pendant un certain temps, mais enfin, on a un stock qui est disponible. Et ce stock, ce barrage souterrain, en plus, il est protégé. Il est protégé par des couches d'argile, en général, ou par des couches imperméables qui évitent à toute pollution de rentrer dedans. Donc c'est quand même, on peut la conceptualiser comme une infrastructure de production, de distribution et de stockage d'eau potable naturelle. Alors, deuxième valeur de ces nappes profondes, c'est un rôle d'assurance. On en a déjà un peu parlé. Si demain, on a une augmentation de la fréquence des années sèches et des sécheresses, et éventuellement de plusieurs années consécutives, et qu'on a des problèmes à remplir nos barrages, je pense qu'on sera très content d'avoir sous nos pieds des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, parce qu'elles ne dépendent pas du climat des quelques années passées. Elles ont une inertie, elles ont une valeur tampon assez importante qui fait qu'on peut pendant quelques années tirer dessus
Et ensuite, évidemment, il faudra relever le pied de la pédale pour les laisser se reconstituer. Donc c'est vraiment une assurance. Et puis c'est un deuxième type d'assurance, c'est une assurance contre le risque de pollution majeure. Ça fait déjà assez longtemps, la carte que je montre ici date de 1994, qu'on s'est posé la question de s'assurer contre un risque éventuel de pollution majeure de type nucléaire, bactériologique ou chimique. Alors ça peut être un accident. Maintenant qu'on a Fukushima en tête, ça paraît plus clair. Ça peut être un conflit, ça nous paraissait un peu lointain, mais enfin, on peut aujourd'hui y penser un peu plus. Et donc, le fait de se dire qu'en cas de pollution majeure de ce type-là, les barrages des lacs de Seine, par exemple, les barrages qui alimentent Paris, sont tous contaminés. En fait, on a cette ressource qui est sous Paris, qui est équipée pour pouvoir fournir 10 litres par jour par habitant en cas de crise majeure et sécuriser 20 établissements sensibles, dont des hôpitaux. Donc c'est du secours ultime, mais ça c'est une assurance qui n'a pas de prix. Donc c'est ce que ces eaux souterraines peuvent fournir. Et la carte montre par département le nombre de points qui utilisent ces ressources qui sont considérées comme sécurisées. Donc on voit que tout le territoire n'est pas sécurisé de la même manière, évidemment. Ça dépend de la présence ou pas de ces nappes profondes et du fait qu'on a installé des ouvrages pour pouvoir les utiliser si on en avait besoin. Alors, toujours par rapport à la valeur de ces ressources, je pense qu'on a insisté aussi sur la qualité. Évidemment, le fait d'avoir, par exemple, la nappe de l'Albien, une eau très peu minéralisée, permet de laver des puces électroniques par IBM. Donc la spécificité de la qualité de cette eau a une valeur bien supérieure à une eau qu'on pourrait prélever dans la Seine et la traiter. De la même manière, on embouteille souvent à partir de ces ressources qui sont protégées et qui sont de très bonne qualité, exemptes de pollution récente. Et enfin, on l'a vu, hein, le côté, la qualité spécifique de ces eaux et le soutien un certain nombre de stations thermales, même si pas toutes évidemment. Voilà. Je compléterai par deux usages, un peu plus secondaires, mais néanmoins importants, notamment dans les réflexions par rapport à la transition énergétique. Ces eaux sont profondes et donc elles sont chaudes, on a dit, donc on peut les utiliser pour produire de la chaleur. La maison de la radio à Paris a été construite en 1964 et elle est chauffée à partir d'un forage géothermique qui va chercher de l'eau à 27 degrés dans l'Albien. Aujourd'hui, on a, je crois, c'est à peu près 1 million de personnes qui aujourd'hui sont chauffées via des réseaux de chauffage urbain à partir de géothermie qui utilisent la chaleur des nappes profondes. Et ce potentiel, évidemment, il n'est pas présent partout en France, mais il correspond aussi à ces grands bassins dans lesquels on a des eaux souterraines. Et il a même été évalué de façon plus précise parce que dans une masse d'eau, en fait, la chaleur n'est pas la même de partout. Et donc il y a certains endroits, ici c'est dans la nappe des sables inframolassiques dont on parlera tout à l'heure, un potentiel géothermique pour savoir quelles sont les zones dans lesquelles on a le plus de chaleur qu'on peut utiliser. Pour terminer sur les usages et de façon un peu plus marginale et anecdotique, mais c'est un peu ce qu'on cherche aussi à mettre, c'est un peu des anecdotes, les nappes profondes, elles peuvent être utilisées pour du stockage de gaz. Alors plusieurs types de gaz, hein, ça peut être du méthane, ça peut être dans le futur de l'hydrogène, ça peut être du stockage de CO2. En fait, ce sont des réservoirs qui contiennent de l'eau, mais dans lesquels on pourrait injecter autre chose. Et on injecte déjà autre chose. Je vais donc commencer par présenter le schéma de droite. Ce que vous voyez dans le schéma de droite, là, vous voyez tout en haut une couche qui vient des montagnes. Alors c'est très schématique, mais l'eau s'infiltre en venant d'une zone dans laquelle il y a des précipitations, descend dans cette nappe. Et la nappe que je vous ai présentée en bassine tout à l'heure, dans la réalité, souvent c'est plus complexe. Il y a plusieurs bassines, elle est plissée. Donc il y a des moments où il y a des creux et il y a des moments où il y a des cloches. Et lorsqu'on a, comme ici sur ce schéma, une cloche, si on fait un forage pile au droit de la cloche, on peut réinjecter du gaz sous pression. Quand on met le gaz sous pression, on pousse l'eau qui descend. Et quand on veut récupérer le gaz, l'eau fait piston et elle remonte et elle va faire ressortir le gaz qu'on peut exploiter. Et ça, très concrètement, on s'en sert depuis des années en France pour faire venir du gaz pendant l'été quand on n'en a pas spécialement besoin et le stocker. Donc on l'injecte dans ces zones aquifères pour le ressoutirer en hiver quand on en a besoin, parce que là, les pipelines ne suffisent pas à nous apporter tout ce dont on a besoin, donc on utilise ce stock. Et là, vous avez dans le bassin à Dourgaronne, toujours dans les sables inframolassiques, 2 sites d'importance dont on pourra aussi peut-être parler tout à l'heure à la table ronde. Alors, un tout dernier point sur ces services rendus par les eaux souterraines, qu'il ne faut pas oublier, même s'il n'a pas de valeur vraiment économique mesurable facilement, c'est que ces nappes profondes que je représentais tout à l'heure, avec cette couche qui est comprise entre 2 couches d'argile, d'ailleurs, je n'ai pas dit, on dit captif, parce qu'elle est captive entre ces 2 couches d'argile, hein, confinée entre ces 2 couches d'argile. En fait, il y a des émergences, elle ressort. À un moment, l'eau ressort,
alimentent des sources, alimentent des zones humides. Et des études qui ont été faites par le SMEGREG et le BRGEM récemment sur la partie nappe profonde de Gironde font apparaître en couleur ici, alors je ne suis pas spécialiste donc je le mentionne et puis les collègues pourront compléter après, fait apparaître en couleur toutes les zones dans lesquelles les nappes profondes réémergent et par cette émergence, elles contribuent quelque part au fonctionnement des écosystèmes de surface, que ce soit des sources, des rivières ou des zones humides. Alors, on comprend bien, Jean-Daniel, avec votre exposé, la valeur patrimoniale, économique, toutes ces externalités positives que ça sous-entend. En revanche, c'est vrai que le problème, c'est que c'est quand même une ressource bien cachée, invisible. Comment on fait pour bien la gérer ? Alors, je pense qu'on pourrait, théoriquement, il faudrait la gérer comme on gère les autres ressources, c'est-à-dire en impliquant les acteurs à l'échelle à laquelle la ressource existe. Donc, effectivement, pas le long des frontières administratives. Et en France, classiquement, ça correspond à l'échelle des sages. On dispose de, voilà, on a une expérience, on a ces outils de gestion qui sont les sages. Ce qu'on voit sur cette carte-là, c'est que l'essentiel des sages sont des sages qui correspondent aux autres surfaces dans lesquelles on intègre les problématiques eaux souterraines. On a très peu de sages spécifiquement nappe profonde, donc on a celui de la Gironde dont on va parler tout à l'heure lors de la table ronde. On en a quelques autres qui sont identifiés ici sur cette carte, sachant que celui de la Beauce est un cas un peu intermédiaire puisqu'il y a des nappes profondes et une partie captive et une partie libre. On a également un sage qui est en émergence sur les nappes profondes de l'Adour dont on parlera aussi tout à l'heure. Mais force est de constater qu'il y a un certain nombre d'aquifères profonds, de nappes profondes, qui sont orphelines de gestion. Pourquoi ? Parce qu'elles se retrouvent à cheval sur différents sages, différents territoires. Et le fait que ces nappes profondes soient orphelines a été pris en charge par le SDAGE, donc à une échelle supérieure. Les comités de bassin ont identifié des ressources profondes qui sont à protéger. Et chaque bassin a utilisé ces outils. Ici, on voit Seine-Normandie. Seine-Normandie appelle ça des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable. Ces ressources, elles sont sélectionnées sur la base de 3 critères. Il faut qu'elles soient abondantes en termes de quantité, il faut qu'elles soient encore de bonne qualité et il faut qu'elles soient proches des lieux de consommation pour qu'elles soient utiles pour le futur. C'est pour ça qu'on va les préserver. Voilà. Alors, et quelles sont les mesures prévues une fois qu'on a identifié ces ressources ? C'est limiter, réglementer les activités utilisant des substances dangereuses à la surface et limiter l'attribution de nouvelles autorisations. On ne veut surtout pas que l'usage se développe puisqu'on veut les réserver pour le futur. Dans le bassin, dans le bassin Loire-Bretagne, on a une approche un peu similaire, hein, donc un certain nombre de nappes. Donc là, on est en frontière du bassin parisien, donc on a toutes ces couches profondes qui sont aussi orphelines de gestion. Et le SDAGE les appelle nappes réservées en priorité à l'alimentation en eau potable. Donc c'est une autre terminologie avec des dispositions qui sont à peu près les mêmes. Et on pourrait parler de RMC, mais des collègues pourront le faire, dans lesquels on a une approche un peu similaire. À Dour-Garonne, on pourra en parler un peu aussi tout à l'heure. Voilà. C'est vrai qu'il reste, Jean-Daniel, beaucoup de pain sur la planche. Des nappes orphelines, laissées pour compte. C'est vrai qu'avant qu'on arrive à les gérer de la même manière que le superficiel, il y a encore un long chemin. Qui prend aujourd'hui les devants, des dispositions pour les protéger, ces nappes ? Et pourquoi il n'y a pas suffisamment de concertation en local encore ? Bon, il y a tout un tas de difficultés pour l'engagement des acteurs et qui justifient d'ailleurs l'organisation de cette réunion. On a, Madame Laurélie l'a dit, ressources invisibles, voilà, donc il y a tout un tas de difficultés. Mais je pense qu'on pourra en discuter dans la table ronde avec des gens qui ont l'expérience pratique de ces difficultés, qu'elles aient été surmontées dans le cas du sage Gironde nappe profonde, hein, puisque le sage existe, ou ceux qui les rencontrent aujourd'hui et qui s'y frottent. Voilà, je pense que c'est un sujet dont on peut débattre. D'autant que c'est l'heure, effectivement, de notre prochaine table ronde. Vous pouvez applaudir Monsieur Jean-Daniel Rinaudot, qui va rester avec nous pour nous éclairer de votre expertise et de votre expérience.